19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Journée sanglante à Raza, au moins 150 Palestiniens ont été tués dans divers bombardements. Alors que l'année 2023 touche à sa fin, les déplacés palestiniens rêvent d'un retour chez eux. La campagne internationale contre la candidature du Maroc au Conseil des droits de l'homme s'élargit. Motif principal, le bilan noir du Marzen en matière de violation des droits humains. Et puis l'annonce était attendue avec 73,34% des voix. Félix Tshisekedi a été réélu à la tête de la République démocratique du Congo. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire sur Raza. Cela fait maintenant 86 jours que Raza est bombardée au quotidien et que les survivants tentent de résister face au chaos. Au cours des dernières 24 heures, 150 civils sont tombés en martyrs et 286 autres ont été blessés. Les frappes de ce matin se sont concentrées sur le quartier d'Azaytoun, dans le centre de la ville de Raza, faisant 48 morts et de nombreux blessés. Les environs de l'université Al-Aqsa ont également été ciblés. Et là aussi, des civils ont été lâchement tués, 20 personnes au total. Sawaïda a aussi été ciblée par les frappes aériennes, des bombardements qui ont fait 13 victimes et des dizaines de blessés. Le nombre de martyrs est d'environ 13 et tous n'ont aucun lien avec aucune organisation. C'était des innocents qui ont fui Nusayrat et sont venus rejoindre leurs frères. Les avions de guerre israéliens ont bombardé toute la famille. Les bombardements ont également ciblé ce matin le camp de réfugiés de Marazi, dans le centre de la bande de Raza, faisant des dizaines de victimes et plusieurs blessés. Les secouristes dépêchés sur place ont essayé tant bien que mal de sortir les corps des victimes de sous les décombres, le tout dans l'espoir de retrouver quelques survivants. Youssef Salama, ancien ministre palestinien des Affaires religieuses, fait partie des victimes de cette attaque sioniste sur Marazi. Il se trouvait chez lui lorsque sa maison a été prise pour cible. Youssef Salama avait occupé le portefeuille ministériel entre février 2005 et mars 2006. Il avait également officié comme prédicateur lors des prières du vendredi sur l'esplanade des mosquées de la vieille ville d'Al-Quds occupée. Et ce sont des familles entières qui sont détruites, décimées depuis bientôt 3 mois. Vu le nombre croissant de martyrs, les morgues ne peuvent plus accueillir de dépouilles dans le peu d'hôpitaux toujours en service. Des dizaines de dépouilles se trouvent d'ailleurs aux abords de l'hôpital Al-Aqsa à Daïr el-Balah en attendant d'être inhumées.
Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 21 822 martyrs depuis le 7 octobre dernier. C'est sans compter le nombre de blessés qui dépasse les 56 400 personnes. L'armée sioniste mène une agression dévastatrice contre l'enclave palestinienne, ce qui a entraîné également des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent. L'agression sioniste sur Gaza, c'est aussi des milliers de déplacés, des déplacés qui affluent vers l'extrême sud déjà surpeuplé. On fait le point de la situation avec Iman Merad. Depuis le 7 octobre dernier, l'intensification des attaques sionistes contre Gaza s'intensifie, chassant les Gazaouis au sud de l'enclave palestinienne dans des conditions extrêmement précaires. Livrés à eux-mêmes, dépités, les déplacés appellent à l'aide internationale pour leur porter secours et les extirper de cet éternel cauchemar. Nous sommes venus ici il y a 20 jours. Nous n'avons trouvé aucun endroit pour installer une tente et nous restons donc à l'entrée de la mosquée, dans les escaliers de la mosquée. Nous n'avons pas d'abri à part cette mosquée. Je suis ici avec les 3 femmes de mes fils et mon mari qui souffre de cartilage au dos. Nous n'avons reçu aucun soutien. Nous avons demandé de l'aide à la mosquée et à d'autres, mais ils nous ont répondu qu'il n'y en avait pas de disponible. Nous appelons les pays arabes à nous aider et à trouver une solution. On ne sent pas ce que nous souffrons. Les gens sont perdus. Depuis quelques jours, des dizaines de milliers de Palestiniens ont afflué vers une ville déjà surpeuplée à l'extrême sud de Gaza, un énième flux migratoire avec son lot de désagréments. La situation est tragique. Nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas de nourriture. Les enfants se réveillent le matin avec envie de manger, sans eau à boire. Il nous a fallu 1 heure pour leur trouver de l'eau. Nous ne pouvions pas leur apporter de la farine. Même lorsque nous voulions les emmener aux toilettes, il nous fallait 1 heure pour y arriver. C'est une vie tragique. Tout le monde est venu ici à Rafah. Nous ne pouvons pas nous gérer nous-mêmes. Les déplacés, n'ayant pas trouvé de place dans les abris déjà surchargés, ont été contraints d'installer leurs tentes sur les bords des routes recouvertes de boue par les pluies hivernales sous des températures glaciales. Le pire est à craindre, les contaminations sévissent parmi de multiples familles entassées au sud de Gaza, dans des camps et dans les rues, entre éruptions cutanées, problèmes respiratoires ou encore d'autres maladies intestinales. Les Gazaouis aspirent à une fin de guerre afin de pouvoir enfin jouir d'un décent avenir. Et 2023 aura été l'année la plus sanglante jamais connue par les Palestiniens. Face aux atrocités et à la barbarie, le peuple palestinien prie pour que la nouvelle année soit plus clémente. Sans bombardement, ils souhaitent reconstruire leur vie en 2024. Amel Amaziane Zitouni. Les Palestiniens de la bande de Gaza terminent l'année 2023 en pleine guerre. C'est la guerre la plus meurtrière et la plus dévastatrice lancée par l'entité sioniste. Leur vœu le plus fort pour le nouvel an est que les bombardements et l'offensive terrestre de l'occupation sioniste sur la bande de Gaza cessent et qu'ils puissent rentrer chez eux. Mon souhait pour la nouvelle année est que la guerre se termine et que nous retournions dans nos maisons au nord de Gaza. Nous avons été déplacés de force après que l'armée sioniste nous ait obligés d'évacuer nos maisons, dont la plupart sont presque entièrement détruites. Des dizaines de milliers de Palestiniens tués et d'autres blessés depuis le 7 octobre, en plus des milliers de déplacés. L'année 2023 était un véritable cauchemar pour les Palestiniens. L'année 2023 se termine par une guerre cruelle contre la population de Gaza, en particulier contre les enfants, les femmes et les civils. Désormais, tous nos espoirs pour la nouvelle année se concentrent sur l'arrêt de la guerre et sur la possibilité de retourner vers nos foyers. Notre souhait pour la nouvelle année est de retourner à l'endroit où nous vivions et nous espérons apporter cette tente avec nous car toutes nos maisons là-bas ont été détruites par les bombardements. Notre souhait, c'est limiter en avoir une tente pour vivre à la place d'une maison.
Pour les médecins, s'occuper d'un grand nombre de patients, souvent sans médicaments ni électricité, est un défi qui dépasse tout ce qu'ils peuvent comprendre. Pour eux, la paix et la sécurité sont d'autant plus précieuses. Alors que nous faisons nos adieux à cette année, nous espérons que la nouvelle année sera meilleure que la précédente. Une année pour la reconstruction de la bande de Gaza et nous attendons avec impatience que notre ville retrouve sa beauté, son bonheur et sa sécurité d'antan. Les correspondants qui ont suivi de près la situation horrible à Gaza espèrent raconter l'histoire de la reconstruction des maisons au cours de la nouvelle année. Nous espérons que notre couverture médiatique de l'année prochaine se concentrera sur le retour à la vie normale à Gaza pour mettre en avant la reconstruction de tout ce qui a été détruit par Israël et la restauration de la vie des gens, ce qui nous manque actuellement. Fin de la guerre, retour à la patrie, reconstruction de la vie, c'est le souhait des Gazaouis pour le nouvel an. Le programme alimentaire mondial a indiqué qu'une course contre la montre était en cours pour éviter une famine et un effondrement complet des services de base à Gaza. Le PAM qui appelle à un cessez-le-feu à long terme dans ce territoire palestinien où l'entité sioniste poursuit donc son agression génocidaire depuis 86 jours. De son côté, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine déplore une famine catastrophique, affirmant que les habitants de la bande de Gaza ont désespérément besoin de nourriture. Une vidéo de l'UNRWA montre d'ailleurs des centaines de Palestiniens affluant cette semaine vers le convoi humanitaire de l'Office dans l'enclave palestinienne. Et sachez que face à la barbarie sioniste, la résistance palestinienne riposte et attaque l'entité sioniste et détruit plusieurs véhicules blindés. La résistance qui a jusqu'ici réussi à éliminer plus de 200 officiers et soldats sionistes. Les Palestiniens de Cisjordanie occupés, révoltés par ce qui se déroule à Gaza, ne restent pas les bras croisés. Ce dimanche, des affrontements ont été signalés dans le camp d'Askar à Naplouse après une incursion des forces de l'occupation, des affrontements au cours desquels des dizaines de Palestiniens ont été blessés. Salat al-Nabi. Ya salatak ya Nabi. En Cisjordanie, toujours, les campagnes d'arrestation se sont intensifiées depuis le 7 octobre. 16 Palestiniens ont d'ailleurs été arrêtés ce dimanche dans diverses régions, ce qui porte le nombre de prisonniers palestiniens à 4 876. On rappelle qu'ils ont tous été arrêtés depuis le 7 octobre. Des dizaines de colons ont pris d'assaut ce dimanche l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, menant des marches provocatrices dans les esplanades de la mosquée sainte et effectuant des rituels talmudiques, tandis que la police de l'entité sioniste empêchait les Palestiniens d'entrer dans la vieille ville et dans l'enceinte de la mosquée. Toujours dans le même dossier, après le ministère palestinien des Affaires étrangères, c'est au tour de l'Organisation de la coopération islamique de saluer l'appel lancé par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice de La Haye contre l'entité sioniste pour avoir commis des actes de génocide contre le peuple palestinien. L'OCI appelle la CIJ à agir rapidement et à prendre des mesures urgentes afin de mettre fin aux crimes de génocide commis par les forces de l'occupation dans les territoires palestiniens occupés.
Voilà donc concernant la situation en Palestine. L'entité sioniste poursuit également ses attaques sur le Liban en prétextant vouloir toucher des positions du Hezbollah. Le sud du Liban est régulièrement ciblé par les frappes de l'aviation sioniste. Dans l'actualité également, un navire de guerre américain a abattu ce samedi 2 missiles balistiques anti-navires tirés depuis le Yémen alors qu'il répondait à un appel de détresse d'un porte-conteneur touché. Lors d'une autre attaque, l'armée américaine indique avoir donc répondu à cette demande d'assistance du porte-conteneur danois battant pavillon de Singapour en mer Rouge. Et puis le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé dimanche suspendre pendant 48 heures le transit de sa flotte par un détroit stratégique en mer Rouge après l'attaque des rebelles Houthis du Yémen contre l'un de ses navires. Retour sur le continent, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a eu ce dimanche un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Kais Saïed, un appel lors duquel il l'a félicité à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2024, lui souhaitant ainsi qu'au peuple tunisien frère davantage de progrès et de prospérité. Le président Tebboune a également échangé ses vœux avec le président français Emmanuel Macron. Lors d'un entretien téléphonique, les deux dirigeants ont également évoqué la visite attendue du président algérien en France, ainsi que les relations bilatérales. Et dans un tout autre dossier, le cercle de l'opposition internationale à la candidature du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'élargit, coïncidant avec les mouvements successifs d'associations de défense des droits humains et organisations internationales pour rejeter la candidature de Rabat à ce poste. Motif principal, le bilan noir du Makhzen en matière de violation des droits de l'homme, en particulier dans les territoires sahraouis occupés. Le Maroc présidera le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies à Genève, alors que le Maroc ne connaît pas les droits humains et ne les respecte pas, et ce, vu son occupation illégale au Sahara occidental depuis 1975 jusqu'à nos jours. Il torture le peuple sahraoui, le marginalise et essaye de le détruire complètement sous un régime de marginalisation. Nous appelons les esprits libres à travers le monde ainsi que les organisations internationales de défense des droits humains, mais aussi les pays influents au sein du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, à se lever face à la candidature marocaine et à l'empêcher, parce que nous considérons que l'accession du Royaume du Maroc à cette présidence constituera un appel direct au régime d'occupation pour qu'il continue de perpétrer plus de crimes et de violations des droits fondamentaux du peuple du Sahara occidental sans défense. Ceci se fera cette fois avec le soutien direct et sous la bannière du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays dirigés par des gouvernements de transition et regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, ont annoncé leur volonté de renforcer leur coopération à l'occasion d'une réunion de leur Premier ministre à Niamey. Plusieurs projets sont à la clé, notamment une autoroute et un chemin de fer. En Amérique, les colons sont venus de partout. Des Allemands, des Anglais, des Italiens, mais ils se sont dit tous, nous avons la même destinée. Et ils ont construit leur pays. Donc, à partir de maintenant, disons-nous, que tu sois du Mali, que tu sois du Niger ou du Burkina, nous avons la même destinée. On y va ensemble. Il est apparu également dans nos échanges, la chose la plus importante, c'est qu'au lieu de tenir des réunions de comités, des commissions mixtes de coopération sur le plan bilatéral, nous avons décidé à partir de cet instant de tenir des commissions mixtes unifiées pour les trois pays. Et puis nous le disions en titre, la réélection haut la main du président sortant Félix Tshisekedi a officiellement été annoncée ce dimanche en République démocratique du Congo avec 73,34% des voix. L'issue de la présidentielle ne faisait aucun doute. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix.
soit 73,34%. Et après des élections contestées, Tshisekedi promet de ne jamais trahir son pays. Je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo, d'aimer notre Congo et l'empressement de le voir se transformer grâce au travail de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Retenez que la République démocratique du Congo est une terre d'espoir, une terre d'avenir. Nous avons toutes les raisons de réfuter la thèse de nos ennemis et de croire fermement et définitivement en notre pays. Mettons-nous au travail et faisons resplendir notre nation. Vive la démocratie, vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Tout autre chose à présent, Moscou affirme que les frappes sur Kharkiv sont des représailles à une attaque ukrainienne. Le porte-parole du ministère russe de la Défense a d'ailleurs déclaré que la Russie avait attaqué des installations militaires dans la ville ukrainienne pendant la nuit en réponse aux frappes ukrainiennes sur Belgorod la veille. Hier, les forces armées ukrainiennes ont lancé une frappe à l'aide de systèmes de lancement de roquettes multiples sur la ville Belgorod, à la suite de laquelle des civils, dont des enfants, ont été tués. En réponse à cet acte terroriste, les forces armées de la Fédération de Russie ont pris la décision de bombarder des centres de fabrication et des installations militaires de la ville de Kharkiv, qui ont été utilisées par le régime criminel de Kiev. Une frappe de missiles de haute précision sur l'ancien complexe hôtelier du palais de Kharkiv a tué des membres de la direction principale des renseignements et des forces armées ukrainiennes qui étaient directement impliquées dans la planification et l'exécution de l'attaque terroriste à Belgorod. À noter que jusqu'à 200 mercenaires étrangers seraient impliqués dans des raids terroristes sur le territoire de la Fédération de Russie, limitrophe de l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a vanté une Russie unie et qui ne reculera jamais dans son discours du Nouvel An, dans lequel il a rendu hommage, notamment un hommage appuyé à ses soldats sans trop s'étendre sur l'Ukraine. Autre message à l'occasion du Nouvel An, celui du président chinois Xi Jinping. La réunification de la Chine avec Taïwan est inévitable, c'est ce qu'il a annoncé lors de son discours. Il s'exprimait donc à l'occasion du Nouvel An en adoptant un ton plus fort que l'année dernière, à moins de 2 semaines des élections sur l'île revendiquées par la Chine. La réunification de la patrie est une fatalité historique. Les compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan doivent être liés par un but commun et partager la gloire du rajeunissement de la nation chinoise. Notre économie continue de rebondir. Des progrès constants ont été réalisés dans la poursuite d'un développement de haute qualité. Nous allons consolider et renforcer la tendance positive de la reprise économique et parvenir à un développement stable et à long terme. Nous devons approfondir de manière globale la réforme et l'ouverture, renforcer davantage la confiance dans le développement et renforcer la vitalité économique. Sport football, plusieurs sujets ont été abordés par le sélectionneur de l'équipe algérienne Djemal Belmadi lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche au stade Nelson Mandela de Baraké, à la veille du départ des Verts pour Lomé au Togo en prévision de l'ultime étape préparatoire avant le coup d'envoi de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter. Dans cette liste, il y a effectivement des joueurs qui ont pu déjà participer à au moins 2 CAN avec moi et plus avec d'autres sélectionneurs. Donc ils ont une certaine expérience, mais ça c'est le cas de toutes les équipes nationales d'Afrique. Et effectivement,
On ne change pas d'effectif comme ça à 100% en fonction des différentes CAN qui arrivent tous les 2 ans. Donc c'est pas pour rien qu'il y a des joueurs qui font 4, 5, 6 CAN, même certains. C'est le temps d'une carrière, d'une bonne carrière, on va dire, internationale. Et il y a aussi une partie de joueurs qui vont découvrir cette compétition âpre, difficile, et qui vont apprendre à connaître et vont devoir apprendre rapidement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne année.